Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Georges, membre du groupe Sans Lactose qui a rempli la Cigale il y a quelques semaines. Salut Georges. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tout va très bien. Je suis trop content de te recevoir dans le podcast. Eh bah hyper content, Donc tu es parti du groupe Sans Lactose? Eh bah oui, mais je suis tout seul là, Tout seul ce soir, ouais. Tout seul, le duo est solo ce soir. Exactement. On salue mon frère qui a donc la grippe. Mal décalé, on a voulu essayer de le faire venir. Ouais. Et le dessin, on a voulu autrement, mais il pense à nous. Et j'ai quelques petits messages de sa part pour après. Trop bien. Bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. J'aime bien commencer le podcast par la même question pour tous les invités, qui est quel a été toi ton meilleur souvenir en 2024? Alors mon meilleur souvenir en 2024, c'est en vrai, sans grande hésitation, le concert. Alors, on parlait justement à la Cigale qu'on a effectué le 22 novembre dernier, il y a quelques semaines. Le concert le plus fort déjà en termes d'émotion, de par la taille de la salle, de par sa forme aussi. Tu vois tout le monde, hein, t'as cette espèce d'art aussi. Ouais. Honnêtement, tu vois quasiment tout le monde. Mais tout le monde me demande, tu me voyais? En vrai, tu vois vraiment avec 90% des têtes. Et ouais, c'est cette émotion hyper forte de faire ça aussi en famille, du coup avec mon frère, avec ma sœur, avec mes parents dans la salle. Donc c'est sans aucun doute un des souvenirs les plus forts et les plus fous. Trop bien. Bon, on va revenir sur le concert de la Cigale, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire autour de ça. Si on rembobine, du coup vous avez commencé, je crois, en 2018 après à faire des prods, et ça a commencé en gagnant un pari sportif, je crois, c'est ça l'histoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ça c'est un peu le pitch initial. Donc ça part d'un pari sportif que mon frère gagne, donc salutations à lui qui a fait le coup. Il a jamais parié de sa vie, il a mis 10 balles à un moment, il a fait un x10 sur un match. Après il est ressorti, il a plus rien fait. Okay. Et en gros on a du coup acheté avec cet argent une loop machine. Une loop machine, c'est un truc que tu vois beaucoup en beatbox, où tu vas enregistrer un son qui va tourner en boucle en fait, et tu vas pouvoir superposer les pistes. Alors tu peux enregistrer un son d'une voix avec un micro, mais aussi un son d'une guitare ou d'un piano. Et en fait, c'est un peu avec ce truc ludique, mais pour Cancali, hein, tu vois, c'est un peu la machine que tout le monde utilise sur les mecs très chauds de beatbox ou autres, pour commencer à composer. On allait un peu au tâtonnement, on commençait par des prods, un peu au début aussi, juste en s'amusant. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai commencé un peu à écrire des paroles comme ça, à la va-vite, je sais pas, j'avais des idées de paroles sur quelques prods. Et donc, en fait, on a eu un ou deux morceaux comme ça qu'on avait en tête, qu'on avait à peu près, avec des paroles, des refrains, mais on les avait pas encore enregistrés. Donc ça, c'est vraiment le pitch initial, c'est la loop machine, ça nous met dans la composition, dans la formation de base côté musical. Alors, on a tous les deux fait du piano, du coup, avec mon frère. Et moi, j'ai fait de la guitare également pendant un petit moment. Et donc voilà, on parle vraiment de ce principe-là. On n'est pas des chanteurs en particulier, on n'a pas fait de chorale ou autre. Et donc on parle de cette base de composition un peu en avant. Ok, donc Loop Machine, vous avez, je crois, GarageBand pour faire des prods. Ouais, exactement. Et là, vous commencez à sortir des premières prods, des premiers sons. Exactement, un GarageBand, donc version très light et gratuite du coup sur Mac pour composer, qui est un peu le premier format quand tu t'amuses. On avait commencé à tous 14 ans déjà à tenter des petits trucs, mais vraiment pour s'amuser, on avait fait des morceaux de 30 secondes en une heure, tu vois, rien de fou. Et donc en fait, avec cette loop machine, on a en fait une carte son. Ça c'est très con, c'est ma père qui l'a acheté, parce qu'il a fait de la musique avec un mec, il lui a dit ah, mais ça c'est top pour enregistrer. Elle était sur une étagère, jamais utilisée, mon père n'a jamais su l'utiliser. Okay. Et du coup on se dit ah bah vas-y on va juste en enregistrer un peu au propre. Au propre, vraiment pas très au propre, on enregistre les bandes tout en bandes audio qui font des boucles, et on essaie de faire des morceaux structurés avec ça, en enregistrant une voix très approximative, avec des micros de scène, même pas des micros de studio. Okay. Un autotune à 100%, bref, rien ne va. Rien ne va du tout, mais sur ces premiers morceaux, donc c'est deux morceaux qui s'appellent Truman et Marécage, qui sont vraiment les deux débuts, qui n'existent plus maintenant sur le plateforme. Introuvable, peut-être sur le Dark Web ou sur SoundCloud, où on envoie le lien à ceux qui le demandent, les grands nostalgiques, les grands fans de la première heure. Et donc voilà, avec cette carte son et cette machine, en fait, on a un peu le combo pour commencer à enregistrer. Les premiers essais se font sur GarageBand, rapidement on passe quand même sur Logic Pro, qui va être le logiciel plus adapté, plus poussé pour faire tout ce type d'enregistrement. Et en fait, pour vraiment pousser tout le process initial, on va poster le son en ligne, en fait, vraiment, encore une fois, un peu de façon hasardeuse, la chance ou la vie qui nous fait ça. Je suis littéralement le soir en train de traîner sur Internet et je vois une offre d'un distributeur, qui est un ancien distributeur de Universal, en ligne, un peu comme TuneCore ou tous les autres distributeurs en ligne, qui proposait une offre d'avoir deux titres, un single finalement, offert pendant un an, posté sur la plateforme. Et donc on venait une semaine avant d'enregistrer ces deux titres, pas exceptionnels. J'aurais juste un message à mon frère, j'ai dit ah vas-y, ça te fait marrer. Il dit vas-y, on est sur Spotify, sur Apple Music, on trouve ça marrant.
Trop drôle. Et du coup, ça, on est en 2018. Ouais, exactement. 2019, vous sortez Jinto. Ouais, exactement. Qui là est un single beaucoup plus abouti et qui trouve un public assez rapidement. Ouais, exactement. On a vraiment commencé comme ça, fin 2018, début 2019, tranquillement à poster quelque chose en ligne. Le fait de poster, on crée un compte Instagram, on invite quelques potes à suivre. Très approximatif encore une fois. Et en fait, ensuite, on enchaîne quand même quelques singles sur la fin de 2019, avec notamment Jinto, qui est toujours aujourd'hui notre son le plus écouté. Le troisième, quatrième titre qu'on a fait, qui n'est pas du tout aujourd'hui le plus abouti, hein, finalement. Si je compare face au dernier, on est toujours plus fiers du dernier. Ouais. Mais Jinto, en fait, c'est un son qui a bien marché. Mais pas forcément immédiatement. On s'est pas dit, waouh, d'un coup, il y avait une formule un petit peu efficace. On a improvisé encore une fois en 5 minutes, on a exploré le refrain comme ça. Le couplet, on a plus bossé dessus. Le couplet de Jinto, mais ça a pris pas mal de temps sur la réflexion. On savait plus trop comment le structurer. Est-ce qu'on attaquait direct avec le refrain? Et en fait, ça s'est vraiment fait très très crescendo sur Jinto, avec un gros boost début 2020. Voilà, en gros. Comment t'expliques qu'à un moment donné, ça prend? Je pense qu'il y a eu un gros effet de relais. On sait que nous, notre musique a vraiment commencé dans le réseau étudiant commerce, étudiant ingé, même médecine un petit peu. Et donc, je pense que c'est un son qui a pas mal parlé à des bandes de potes. Il y a eu aussi après le Covid en 2020 qui a ralenti des choses, mais qui a peut-être aussi pu faire vivre un peu le son. Et juste avant, je pense qu'il y avait une petite effervescence. Ça arrive au bon moment, avec le nom sans lactose, Jinto qui parlait un peu aux gens. Très basique en soi aussi, avec un refrain entêtant. Et je pense que c'est un peu comme ça. Je ne saurais pas plus l'expliquer que le bouche à oreille. En fait, nous, on dépend toujours que de ça. On n'a jamais eu un pic historique sur un truc qui explose d'un coup. C'était hyper crescendo. Et c'est vraiment le reflet de ce titre, alors qu'il est un peu plus exponentiel que les autres du coup, via, je pense, ce relais un peu de raison, qui a vraiment été la base du public. Ok. Donc là, vous êtes en 2019-2020. À ce moment-là, vous êtes étudiant aussi vous-même? Ouais, exactement. À ce moment-là, on est tous les deux étudiants, commerce côté de mon frère, et moi je fais du droit. Voilà, si tu veux tout ça. Ok. Et à ce moment-là, du coup, comment vous bossez ensemble, du coup, si vous n'êtes pas forcément au même endroit ou... Super question. À ce moment-là, on avait commencé la composition en vivant, en faisant notamment les sons dans la cave de nos parents. Donc, on avait quand même pas mal d'années, on a fait tout ça. Il y a eu des moments de distance où mon frère était à Lille, du coup, mais il rentrait quand même pas mal, voilà, pour se pencher un petit peu sur les sons et sur la composition. On s'en est toujours bien sortis malgré la distance. Honnêtement, ça a plutôt bien roulé. Et même après, à terme, moi j'ai été 6 mois à l'étranger, ou même pendant un an entier, on va dire pas trop présent. Mais cette année, on a quand même réussi à plutôt bien avancer. On avait avancé sur d'autres choses, donc on bossait un peu d'autres projets en parallèle. Ok. Parce que concrètement, la manière dont vous bossez ensemble, est-ce que, je sais pas, l'un prend le texte, l'autre les prods, est-ce que vous faites tout en parallèle? Comment ça fonctionne? Alors, initialement, le pitch vraiment initial, c'est 50-50. Donc vraiment, tu as des morceaux qui sont composés par mon frère, d'autres totalement composés par moi. Après, d'un truc que les artistes, moins on parle de compo, on parle d'écriture, mais aussi l'idée du morceau, le thème global. Nous, souvent, ça part initialement beaucoup d'un refrain, lequel nous deux trouve le refrain. En gros, c'est souvent ça qui va marquer un peu la patte d'un morceau. Ouais, quand je suis là refrain, c'est de la top line. Exactement, c'est le top line avec potentiellement les mots forts, le refrain, Jinto ou Ishebedish. Tu vois, par exemple, on va dire le moment fort du morceau, c'est le refrain, donc c'est ce qui a un peu structuré tout l'ensemble du projet. Ouais. En termes de travail, sinon, initialement, on écrivait beaucoup de notre côté. On écrivait un peu chacun son couplet, donc on allait poser un petit peu séparément dessus, toujours ensemble dans les sessions de recording. Maintenant, c'est vrai que le process a pas mal changé. Là, on parle de nos débuts. Depuis 2023-2024, les projets, on essaie de créer quelque chose de beaucoup moins aléatoire, hein, comme on a pu le faire au début, où en fait, on est allé par tâtons, on ne se connaissait pas beaucoup de base dans le monde de la musique, dans le monde de la production. Voilà, Jinto, le son le plus connu, il n'est pas passé via un ingé son, il n'est pas passé en phase de mastering, tu vois. On a fait tout ça nous-mêmes, on l'a masterisé en ligne, on l'a posté après nous-mêmes. Donc le but, ça a été quand même de professionnaliser à chaque morceau ce qu'on faisait. En autodidacte, toujours. En autodidacte, oui, tout à fait. Et pour le coup, on a maintenant quand même une discipline un peu plus poussée sur le travail, avec vraiment des sessions un peu plus poussées d'écriture. On se met tous les deux avec la prod et là, même si on fait une proposition de couplet, on va vraiment tout retravailler concernant la thématique, les mots utilisés, quelles sont les bonnes mélodies et les bons mots à poser sur les refrains. C'est vraiment le process le plus établi, c'est ce qu'on ressent sur le dernier EP qui est sorti, la nuit des années 90, où là vraiment tu as l'ensemble des morceaux du coup qui sont écrits ensemble,
Et sur la composition, tu vas avoir une majorité des morceaux qui sont composés du coup maintenant par mon frère Joachim, qui a, notamment pendant mon année à l'étranger, pris un gros step sur la composition sur Logic. Bon, franchement, je délègue, c'est pas très grave. Okay. Je sais trouver des accords, trouver des mélodies, donc ça peut m'arriver aussi de faire des bases de prod. Le perfectionnement va être fait par lui. Ok. Voilà, je délègue, c'est pas grave. Pendant le Covid, du coup, ça vous a remis en stop. C'était le moment en plus où vous deviez faire, je crois, vos premiers concerts. Ouais, exactement. Ouais. Comment vous avez vécu cette période-là où du coup vous vous sentez peut-être un peu freiné dans les ouais. Bah, tu parlais justement de la distance. En vrai, la distance, en fait, tu viens de me donner la solution. C'est vrai qu'il y a eu aussi le confinement. On vivait à ce moment-là dans le même espace, tous les deux. Donc on a pu vachement avancer sur les sons, prendre beaucoup d'avance. Le Covid, ouais, ça arrivait vraiment dans le moment où tu es à 6-8 mois d'un projet ou 10 mois. Il y a Jinto qui commence un peu à marcher. On aurait pu commencer à avoir quelques petites opportunités. Alors, les petites opportunités du début, c'est des petits showcases. On fait 4-5 morceaux, une demi-heure, un truc comme ça. Honnêtement, c'était un moment de création. On a eu le bénéfice d'être tous les deux. Donc, c'est vraiment un privilège, finalement, d'avoir tout à disposition pour continuer à faire de la musique. Donc, ça a été en fait un moment de pause sur lequel on a pu justement vraiment diguer sur le projet. Si ça se trouve, avec les chemins de vie, la distance, on aurait peut-être pu aussi un peu moins avancer sur l'ensemble des morceaux, l'ensemble de ce qu'on voulait faire. Donc c'est presque une opportunité finalement qu'on a eu de se retrouver au même endroit, au même moment. Par contre pour les concerts, c'est sûr que ça a un petit peu ralenti. Notre premier concert finalement c'est à l'été 2020, je crois que c'est en août, fin août. On a fait ça dans un rallye auto, voilà, vers Bordeaux dans les vignes. On nous avait invités, potes de potes, de Dordogne qui avait dit aux gars, les potes venir, c'est sympa. Nous on était en vacances à Bordeaux à ce moment-là. On a pris la voiture, mais on est venu avec un pote. Et on s'attendait avec un petit peu de stress, tu vois, quel allait être le setup. C'était un peu sur une colline, tu vois, c'était un peu improvisé avec des risques de larcène à chaque fois avec ton micro. Mais ça fait aussi partie du jeu. Et finalement, en fait, on a passé une super soirée. Et c'est la première fois finalement que tu fais ton morceau le plus connu et que les gens ont le refrain. Et donc là, tu te dis, putain, ok, trop cool. Et la sensation est trop agréable. Alors maintenant, quand on revoit des vidéos, des photos, c'est catastrophique de gêne. Mais c'est un petit peu merde. On a fait ça. mais ouais, voilà. Donc ça, c'était un peu la première opportunité. Mais c'est sûr que ouais, le confinement a ralenti quelques opportunités. Mais on n'est pas du tout dans une frustration. C'est aussi le début d'un projet, donc c'est cool aussi d'arriver sur scène avec plein de morceaux. On dit, ok, on a fait des calmes, on a fait des dynamiques. Je peux un peu bosser aussi une setlist plus ou moins adaptée. C'est vrai qu'on a pas mal fait dans nos lives des shows un peu plus showcase, façon ambiançante, tu vois, pour des événements étudiants ou autres. Là, on ramenait pas nos instruments, tu vois, c'était micro et prod. Ambiance de soirée, les gens, ils n'ont pas forcément toujours envie d'avoir de la musique qui passe. Il y avait un truc un peu dynamique qui bouge, une animation en vrai. Et donc, c'était cool au début, c'était d'avoir des sons qui bougent bien pour ça. Et rapidement, du coup, on a pu se faufiler dans ce truc un peu école de co, école d'ingé qui réouvrait un peu avec des festivals, des projets, ils voulaient inviter des artistes, tu vois, pour ramener un petit peu du monde. Et on était un petit artiste, du coup, quand c'était une musique de potes de 15-20 personnes, en fait, ça suffit à se dire, on va les prendre pour notre event. Ouais, parce que là, tu sens à ce moment-là que tu as une audience qui commence à se créer. Oui, on a du bol, en fait, avec les premiers titres à partir de Jinto, même une question sans réponse qui était sortie un petit peu avant. On a quand même des écoutes qui sont plutôt bonnes en termes d'auditeurs. C'est vraiment juste des stats. Ça reflète pas tout, tu vois, les stats. Mais nous, on s'est dit, cool, ok, les gens écoutent, donc c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Et donc, ça nous donne envie de pousser un peu le niveau à chaque fois, à chaque nouveau morceau. Et on sent en effet qu'il y a des auditeurs, du coup, grâce au concert, puisqu'en fait, sur tes premiers concerts, il n'y a que le dernier titre que les gens connaissent, un peu plus connu. Et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, non, ils connaissent petit à petit les autres. Et donc, ouais, à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, en fait, on peut carrément se lancer dans tout ça, quoi. Ouais, parce que j'imagine qu'en tant qu'artiste, quand tu sors des singles qui explosent, tu vois, comme Jinto, le sujet, c'est comment tu arrives à fidéliser les gens et qu'ils écoutent plus que, tu vois, juste un single et qu'ils adhèrent au projet. Ça, franchement, c'est une bonne question. Hein. C'est de fidéliser les gens, c'est compliqué. Surtout que nous, on a toujours pris parti de faire une musique qui nous est kiffée. C'est-à-dire qu'on a un style, si tu regardes, on a sorti pas mal de singles, titre après titre, qui ont vraiment, alors toujours une patte sans lactose, parce que c'est fait par nous, c'est notre façon de composer, mais avec des influences musicales hyper diversifiées. On est hyper rapidement allé chercher un peu d'électro, des bases un petit peu kickées. Tu vois, on s'est lancé vraiment avec comme inspiration Columbine, de base.
Donc on a un peu moins rap le Columbine, mais vraiment des mélodies et des mots, si des paroles un peu entêtantes, avec de l'écriture intuitive, comme on dit. Donc ça c'est un peu le postulat de base. Et donc ouais, en fait on s'est dit comment fidéliser l'audience. On n'a pas trop tenté de la fidéliser, on a juste continué à faire nos morceaux à nous. Et en fait par contre avec une volonté de faire mieux à chaque fois. Mieux, tu vois, toi t'as bossé dans des clips, tu sais qu'un clip ça peut être un très faible budget gratuitement avec un mec qui te prête une caméra, ce qui était le cas au début, avec par exemple la rencontre d'un duo de frères qui s'appelle Sucre Prod, avec qui on a fait notamment le clip de Jinto. Donc ce qui est marrant c'est que le jour où on s'est dit ah tiens on va faire un clip, on l'a fait sur Jinto, et après on a pas mal collaboré avec eux, hein. On a fait 8 à 10 clips je crois en tout avec eux, les projets. Parce que c'est un duo de frères déjà, ça fonctionnait bien dans l'ADA, dans la façon de bosser. Hyper rapide, hyper efficace, il arrivait ce côté un peu facile, flexible, et ils arrivaient aussi avec des bonnes idées qui nous plaisaient. C'est vrai que dans un projet jeune, on ne voulait pas forcément faire un gros set avec un gros décor, on avait quelque chose d'un petit peu percutant et rapide à mettre en place, parce qu'on joue toujours avec des deadlines aussi un petit peu courtes. Parce qu'à ce moment-là, du coup, si je récapitule, donc vous sortez les premiers EP aussi entre 2020 et 2023, je crois. Ouais, exactement. On a fait les EP en 2021 et 2022. Ouais. Alors, en fait, c'est 2 EP 5-6 titres. On a les 5-6 titres, on a sorti quelques-uns en single, et on se dit, ok, on commence à essayer de les rassembler un peu dans des petits projets qui commencent à avoir une légère cohérence entre les 2 premiers, honnêtement. Le premier s'appelle donc Voie lactée. Voilà, pour avoir toujours un peu cette idée de second degré dans le sans lactose. Et le deuxième s'appelle L'écume des jours. Le premier est mieux reçu, marche un petit peu mieux, tu vois, en SAT. Premier EP, donc il y a un petit peu plus cette excitation. Tu vois, le deuxième fonctionne un petit peu moins. Donc tu te dis, comment tu arrives à rechallenger un peu les gens, essayer d'aller les rechercher. Voilà, le deuxième est toujours moins attendu que le premier. Il y a peut-être un style aussi qu'on a essayé de tester qui a moins bien fonctionné. Mais voilà, c'est super intéressant. Et c'est là où tu vas tenter de fidéliser les gens, c'est quand tu commences à raisonner un petit peu en année et en projet. Ok, ouais. Et à ce moment-là, vous, dans votre tête, c'est ok, on fait de la musique entre frères, on se marre et on fait des concerts. Ouais. Est-ce que ça vous titille de se dire, ok, peut-être qu'on peut en vivre, peut-être qu'on peut devenir artiste, tu vois, et faire ça à temps plein après nos études? Ouais, de ouf. En vrai, être artiste, c'est pas forcément que en vivre, tu vois. En vrai, il y a plein de gens qui ont une patte artistique, mais qui font pas ça de leur vie. Des gens hyper talentueux, je pense qu'ils sont tellement bien, mais qui en font pas de leur vie. Nous, on n'a jamais eu trop cette deadline. Je dirais que c'est un avantage. En fait, on était en fin d'études. On a commencé à bosser tous les deux assez rapidement, assez tôt, en parallèle du projet. Donc on a vraiment commencé assez fluidement comme ça. L'avantage d'être deux, c'est en fait de un peu s'auto-manager. La répartition des tâches, des missions, des communications. En fait, tu utilises un peu tout par deux. Donc assez rapidement, ton temps se libère. Et on est aussi assez fusionnel. Donc en fait, on passe beaucoup de temps ensemble. Si tu gagnes de temps, on n'a pas besoin de se rejoindre pour faire de la musique. En fait, c'est presque ça la logique, c'est on prépare un dîner, on va commencer la session de musique, on dîne et on termine juste après. Ça fait presque une partie du quotidien. Donc en fait, c'est vraiment une heure qui est implémentée dans ta journée qui se déroule un peu toute seule, quoi. Ouais, parce que vous habitez ensemble là aujourd'hui. Ouais, exactement. Là, on habite ensemble. Déjà, on était ensemble avant, mais là, on est vraiment dans le même appart. On n'a clairement pas de salon, on n'a pas de télé. C'est un espace studio avec des voisins qui semblent être cool. Donc ouais, là, franchement, ça roule tout seul. Et franchement, tu vois, le soir, on a vraiment le temps de le faire, tout comme le week-end. Après, évidemment, par contre, tu sacrifies une partie de... Si on parle vraiment vie à côté, tu sacrifies une petite partie, ça c'est sûr. Les fois où tu pars en concert, les fois où tu as des deadlines, que ce soit un shooting organisé, tu vois, préparer une communication, ça prend un peu de temps. Et donc, ouais, là, dans ce cas-là, du coup, c'est un peu plus de sacrifice. Mais on le fait toujours, par contre, on va dire, avec plaisir. Le but, c'est que ça soit un kiff. Ouais. Donc, on s'est dit, ok, on est artiste, on peut potentiellement vivre prochainement. Voilà, donc le but, c'est de pousser le délire à fond. Parce que tout était autofinancé à ce stade. Ouais, le projet, ouais. Il a quasiment, dès la deuxième année, été autofinancé. Donc ouais. Ça, c'est trop cool. Justement, en vrai, via les écoutes. Tu vois, ouais, plein d'artistes qui sont trop forts, qui ont une hyper grosse communauté, côté influence, côté réseaux sociaux et autres. Alors nous, c'est vrai qu'on a peut-être aussi un petit peu moins le temps de préparer tout ça, préparer la clips et tout. Ça prend du temps. Un clip de 15 secondes, ça fait des heures de taf. Alors, on le fait évidemment, tu vois, mais on s'est vraiment toujours concentré sur la production de musique, éventuellement quelques visuels de clips. Et donc ouais, on a le temps et on divise aussi tout par deux.
Ouais, ça va être pas mal. Ouais. En 2023, je crois que vous faites 2 salles assez marquantes. Tu vois, vous faites la maroquinerie, la boule noire. Ouais. Comment vous êtes amené à faire ces salles-là? En fait, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui dites, bah voilà, on a déjà un petit peu tourné, on aimerait bien aller chercher des salles à Paris, vous les contactez? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Comment ça fonctionne? Super, c'est une bonne question, c'est vrai. Alors, en vrai, tout commence avec le bus Palladium qu'on a fait. Alors, tu vois, le bus Palladium, qui est une salle depuis qui a fermé, une salle mythique, nous avait invité, tu vois, dans un format de plateau d'artistes. Donc là, c'est la salle, on va essayer de remplir la salle, enfin, d'organiser plutôt un événement en invitant différents artistes. Là, c'était un peu notre moment un peu tête d'affiche, où on avait réussi à ramener pas mal de monde, et surtout premier concert parisien. Donc on se dit, ok, trop cool, le capacitaire c'est environ 150 personnes, tu vois, donc on se dit, ok, bah trop bien, il y a une partie des gens qui sont venus pour nous. La boule noire, en vrai, assez rapidement, c'est un objectif qui est poussé notamment par mon frère. Joachim dans le projet, c'est lui qui a un petit peu on va dire les deadlines, les checkpoints, un petit peu en tête. Et donc la boule noire, on les contacte en indé, donc on organise la date vraiment full indépendant. Ça qui répond rapidement, on la privatise nous-mêmes, on s'en piétrit nous-mêmes. Donc ça vraiment c'est du taf, tu vois, produire une date, c'est assez costaud. Le jour J, tu es en train d'envoyer des invitations, pendant que tu fais tes balances. On fait ça sans ingé son, sans ingé lumière, hein, donc on n'est pas vraiment que de la salle. Et tu vois, salle de 200 à Paris, où tout se passe trop bien. Donc ça c'est vraiment première validation en fait de notre public. Finalement, les gens nous donnent confiance. Ouais, non seulement ils écoutent, mais ils viennent quoi. Ouais. Voilà. Et donc en fait, on confirme juste après avec la maroquinerie. Maroquinerie qui était un big step, on en a parlé tellement. Tu vois, c'est une salle de 500 personnes. Nouveau, quand tu es un petit peu dans la musique, toi tu connais un petit peu, tu vois, tu sais que c'est un nom assez important de nous. En tout cas, c'est un point de passage quoi. Exactement, les deux, c'est un nom qui nous marquait. En fait, on avait un petit peu suivi pas mal d'artistes qui avaient fait un petit peu un peu le chemin classique tradit, qui est la boule noire maroquinerie cigale. C'est un peu un chemin un peu emprunté par beaucoup d'artistes, notamment pop rock aussi, même rap aussi. Maintenant, bon, évidemment, il y a des échelles, donc il y a des mecs qui font direct à player les élites, tu vois, mais quand tu as un petit artiste, c'est un peu organique, c'est un peu ton chemin, tu vois, c'est un peu tes petites étapes. Donc la couleur, on l'a fait, et dans la même année, on arrive à faire la maroquinerie, incroyable. On est trop contents, et on arrive à remplir la maroquinerie. À chaque fois, on est en double par rapport à la couleur. Ouais, c'est fou. Ouais. Et à ce moment-là, vous êtes toujours indépendant et vous n'êtes pas contacté par des labels ou vous cherchez pas forcément à vous... Non, on a envoyé quelques mails historiquement. Quand tu lances ton projet, même au bout de 2 morceaux totalement nuls, tu les envoies des mecs, tu dis bon, ça va peut-être marcher ou un truc comme ça. Il y a un avantage qui est important, c'est que du coup, mon frère a beaucoup bossé dans la musique. Donc maintenant, on a quand même une belle visibilité sur comment fonctionnent on va dire, les différents secteurs, que ce soit du côté plutôt production label, édition ou distribution et même tourneur pour les dates de concert. Donc ce qui est cool d'avoir en fait cette vision-là, c'est que tu as moins besoin d'être accompagné sur le management. Le label, ça peut toujours servir. Mais nous, pour le coup, on n'a pas vraiment été contactés. On a toujours eu ce truc un peu organique, peut-être aussi un peu plus difficile à cerner, surtout au début, hein, quand on a fait un peu des sons un peu de tout genre. On n'est pas arrivé direct avec une identité visuelle hyper prononcée, un son hyper niche. C'est normal, on fait de la pop aussi, hein. C'est que ce soit populaire, donc assez ouvert. On le voit d'ailleurs dans les démographies en termes d'âge, des personnes qui nous écoutent. Ouais, vous avez des stats là-dessus sur... Ouais, on a des stats. En vrai, en fait, c'était du 45 hommes, 55 femmes, globalement, sur les écoutes, en répartition. Et ensuite, en ville, forcément, t'as Paris qui est en top, hein, une grande ville. Après, par contre, t'as un petit peu de tout dans le reste de la France. T'as la Belgique aussi, un peu de Canada. Donc ça, c'est des stats toujours marrantes à étudier. Et toujours hyper marrantes à étudier quand tu vas faire des concerts. Histoire d'aller dans une ville qui t'écoute. Ouais, bien sûr. C'est toujours pratique. Parce que quand vous tournez, quand vous allez dans des salles et que vous faites vous-même la démarche de contacter les salles, vous faites du coup en fonction de ces stats-là en disant Paris, on sait qu'on a rempli la boule noire, du coup on contacte la maroquinerie parce qu'on sait qu'on a une fanbase qui est assez grosse pour pouvoir convertir. Ouais, exactement. Et pareil dans les autres villes de France. Alors en l'occurrence, ça dans les autres villes de France, on avait tourné à Lyon en France via des événements, donc des festivals qui nous invitent. Là, en l'occurrence, la tournée qu'on a effectuée notamment cette année dans des salles dans d'autres villes ont été faites notamment grâce à un tourneur qui s'appelle Ovastand et qui nous accompagne depuis cette année 2024. C'est notamment grâce à eux qu'on a fait la Cigale. Pour tout te dire, la maroquinerie, déjà, on avait un peu galéré à l'avoir. C'est normal. Des demandes tous les soirs, ils en ont beaucoup. Des mecs en indé qui n'ont pas un mail connu, qui ne sont pas une structure accompagnée, ça peut être un peu moins un gage de confiance, tu vois, pour organiser une date. On s'en était bien sorti en indé. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a rencontré Ovastand, tourneur belle équipe qui a planifié du coup la Cigale avec nous
et donc la tournée d'automne qu'on vient de terminer. Et là, en province, ouais, tu analyses ce que tu fais en termes de stats d'écoute. C'est pas tout sur les stats, tu vas aussi sur des villes un peu grandes, hein. On est à Lyon, à Lille, et là, pour le coup, on était accompagné. Parce que gérer 5 billetteries en même temps, là tu t'en sors plus. Ouais, là, c'est trop difficile. Mais déjà, la maroquinerie, quand vous les contactez en indépendant, eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent pour un peu justifier le fait que vous allez pouvoir la remplir? Parce que, en fait, eux, j'imagine que c'est ça qui regarde, c'est votre capacité à remplir la. Honnêtement, c'est une bonne question. Je ne suis pas spécialisé du tout. En plus, chaque salle, un peu, voilà, c'est sa politique. Et sa politique. En soi, toi, tu payes la salle, tu payes le show. Quoi qu'il arrive, tu payes. Ils ne vont pas être dépendants du retour de la billetterie. Ça peut dépendre du contrat ou autre. Mais là, c'était pas le cas. En fait, c'est l'artiste, à l'entité qui produit la date. Tu loues la salle, quoi. De se rembourser, en fait, sur le prix de la billetterie, finalement, en quelque sorte. Okay. Nous, vraiment, sur tous nos concerts, mais ça fonctionne toujours aujourd'hui, on essaye de mettre le prix le plus bas possible. On sait qu'on a un public qui vient d'une base étudiante. Le problème de tout ça, c'est qu'évidemment, du coup, on a un peu des challenges de remplissage plus élevés. T'es plus à même de perdre de l'argent facilement. Et donc, la maroquinerie, on avait un peu galéré à les avoir, en vrai. On n'en voulait pas du tout, c'est normal. On a eu 2-3 relances de mail avant d'avoir une petite réponse. Et finalement, on l'a eu et tout s'est trop bien passé, tu vois, il n'y avait aucun pépin. Mais c'est vrai que, ouais, au début, tu fais un brief, tu dis, bah voilà, ça, on a soldé la boule noire. Hein. Faire complet, ça aide toujours un petit peu. Après, c'est toujours des challenges, il faut réussir à ramoter un peu. C'est vrai que donne une date et après, à toi de la Après, tu bloques une date. Stratégie aussi de bloquer la date. Pas tous les artistes, hein, évidemment, mais nous, quand on a un enjeu de faire venir du monde, c'est important de trouver une date un peu sympa, qui n'est pas la veille d'un jour férié. Tout le monde a un peu la flemme de sortir. Surtout que nous, il y a un peu ce côté, sur la musique de Sans Lactose, il y a un peu ce côté où on y va en bande de potes, on y va pour s'amuser, c'est un début de soirée sympa, c'est dynamique. C'est pas un concert de classique ou même un concert hyper calme, de piano-voix, où là, tu peux aller voir un dimanche soir, un lundi soir de pluie et rentrer chez toi avec un capuche tranquille. Nous, voilà, le but, c'est que ça soit un peu un moment de fête. Il faut que ça tombe aussi sur un bon jour et une bonne date. Donc, voilà. Mais après, à partir de ce moment-là, à toi d'annoncer la billetterie et de tout gérer. Donc là, 2024, vous faites une tournée. Exactement. Avec notamment une date à la Cigale, on va en parler. Ouais. La tournée, du coup, vous la faites en parallèle de vos tafs. Exactement, ouais, exactement. Du coup, on taffe tous les deux. Voilà, ça, c'est une info pas très confidentielle. Ouais. Puisque littéralement tout le monde nous demande. C'est une des questions sorties de concert, mais vous bossez à côté ou pas? Et donc, ouais, nous on bosse à côté. C'est un choix qu'on fait pour l'instant, parce qu'on kiffe déjà nos tafs à côté aussi. Et ouais, jusqu'à maintenant, on a réussi à plutôt bien gérer. Alors, cette année, c'était un petit peu plus chaud, honnêtement. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on était lancé dans le truc, et le projet Sans Lactose était vraiment à côté. Et donc, ouais, là, cette année 2024, ça a été bien intense, notamment la préparation de la Cigale. Qui a été un bon. Ouais, comment on prépare une cigale? Donc là, tu sais que tu vas faire la cigale. Ouais. Au Vasten, du coup, vous êtes sur la partie tournée plus obtention de la cigale. Ouais. Ensuite, comment tu fais? J'imagine qu'il y a un travail un peu de scénographie, du coup, pour le coup. Ouais, de ouf. Bah, la scénographie, c'est un truc, c'est trop drôle parce qu'en fait, tu penses, genre, dès le jour 1 où on te dit que tu vas faire la cigale, et tu le gères 3 mois juste avant parce qu'en fait, t'as des idées, mais tu sais pas à quel point elles vont mettre en pratique. Tu le sais quand? Combien de temps avant la cigale? La cigale, en vrai, ça va dépendre de beaucoup d'artistes. Nous, on avait quand même booké globalement un an à l'avance, tu vois. Donc, la date de la cigale, c'était le 22 novembre, et on l'a annoncé, nous, le 28 novembre de l'année d'avant. Ouais, nous, on a fait vraiment une billetterie longue, de quasiment un an. Pour plein de raisons. Déjà, on voulait prendre le temps. Une maroquinerie, c'est 500 personnes, une cigale, t'es à globalement 1500. Donc, on va se dire, ok, il faut qu'on ait le temps aussi de grandir, de sortir des titres. On va aller faire un x3 sur la prochaine date. Ouais. Alors, forcément, la cigale aussi, nous, on a visé vraiment cette date de par le côté mythique. Pour le nom, c'est un nom, les gens vont être un peu hypés, vont se dire, ok, le projet que je suis depuis qu'ils sont petits, en fait, ils font la cigale. Je vais pas louper l'occasion, je vais aller les voir, tu vois. Et donc, c'est un peu ça. La préparation, en vrai, le début, c'est vraiment se dire comment va être ton show. Qu'est-ce que tu as envie de proposer? Jusqu'à la maroquinerie, on avait proposé un show avec mon frère au piano, moi à la guitare, et tous les deux au chant évidemment, avec des pistes qui passent, et notamment un pote qui était DJ qui passait les pistes, pour rajouter un peu cet effet de groupe. Live, ouais. Voilà. Et sur le côté cigale, en fait, on a passé quand même un step, voilà, au niveau du public et autres, où on voulait professionnaliser un peu tout ça. Pas que les autres shows comme ça sont pas pro, mais c'est surtout, nous, on voulait avoir un côté un peu plus organique, avec ce côté full band, plus proche finalement de la chanson pop que de l'univers rap, dans lequel on n'est pas trop forcément. Une musique est plus, plus dans la mélodie, dans les paroles pop. Et donc, on a décidé de bosser le show avec un batteur. À partir de ce moment-là, du coup, toute ta préparation du show est différente. Tu rebosses l'intégralité de tes morceaux déjà en les arrangeant.
pour que en fait, voilà, tu puisses travailler tes pistes de façon homogène avec un batteur. Nous, l'avantage, c'est qu'en fait, on connaissait quelqu'un, enfin, mon frère connaissait quelqu'un, un ancien collègue, tu vois, comme quoi le taf, ça sert, en vrai, qui était devenu un batteur pro, donc, qui s'appelle Nathan, et qui nous a accompagnés, du coup, sur toute l'année 2024, sur la préparation du show, hein. Donc, c'est des heures et des heures, mine de rien, en studio, pour de la répète. Tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu es habitué à faire tes morceaux, et là, en fait, tu es obligé de tout retravailler à zéro, parce qu'il faut aller recréer, en fait, une nouvelle énergie. T'as un son qui est un petit peu différent, mais t'as aussi un côté hyper dynamique sur scène, et c'est ça qu'on dit aussi, la scène est plus grande, vous voulez avoir vraiment un truc où les gens se disent, ok, ça a passé une étape, et cette étape, en vrai, elle vient avec, en fait, une batterie qui rend vraiment bien. Et donc, ce batteur-là, vous l'avez uniquement pour la cigale, et quand vous tournez aux autres dates, vous n'avez pas le batteur? Alors, sur les dates de festival qu'on a fait cette année, non, mais par contre, sur les dates de tournée, il était bien là. Okay. Toute la tournée, en l'occurrence, d'automne, qu'on a effectuée, on a fait bien un show avec batteur. Comme ça vous permet aussi de vous de... Ouais, tout à fait. Le but, c'est d'avoir plusieurs dates, de pouvoir être rodé à ce niveau-là. Le but, on avait fait exprès de faire Lille et Lyon avant la Cigale, tu vois, qui est la plus grosse date, pour avoir deux shows qui sont super bien passés. Hein. On était trop chauds pour Lille et Lyon, on était trop contents d'y aller. Mais c'est vrai que c'est important de faire d'autres dates avec ton batteur. Si t'arrives le jour J sur ta plus grosse date, t'as un petit risque. Et le but aussi de faire une tournée, c'est aussi que les gens, voilà, il y a un intérêt de venir, ils disent ok, trop cool, on a vu un truc différent. Parce qu'après, en fait, tu vois, quand on était à Nanterre, il y a 2 week-ends, les gens me disaient ah, mais nous, on venait de tel festival en Bretagne, nous de tel festival, et ils nous avaient vus sur un format totalement différent. Donc c'est vrai que c'est cool de se dire ah, en fait, là, je les ai vus dans un autre format, déjà beaucoup plus proche, hein, dans une plus petite salle, et avec un batteur. Donc ouais. On voulait vraiment rajouter un truc au show. Pour que les gens aient un truc en Royaume sans lactose. Ouais. Tu te rappelles du jour où c'est sold out, la cigale? Le jour où c'est sold out, la cigale, c'est super. Ouais, en fait, c'est pas si longtemps que ça. Ça doit être incroyable, non? De toute façon, vous deviez voir. Mais nous, la cigale, initialement, on s'était pas dit on va la sold out. Ça, c'est notre côté très, ok, comment on peut faire pour que ça se passe au mieux? La cigale, la rumeur dit qu'à partir de 900 000 personnes, c'est à peu près bien. Donc on s'est dit, ok, si on passe la barre des 1000, on est content, ça va faire bien rempli. Parce que c'est une salle où quand elle est sold out, c'est vraiment très chargé, tu vois. Mais tu es allé il n'y a pas très longtemps, c'est bien rempli. Tu vis très bien dedans, à 1000, tu vois, sans pépin. Et pour le coup, ouais, donc, le jour du sold out, franchement, on était trop contents. En fait, on l'avait vu venir avec quelques petits calculs. Notre tourneur, justement, nous était au courant, on faisait des petits paris sur la date. Et on était trop contents de le faire, ouais, il y a plus d'un mois et demi à l'avance, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc, hyper honoré. Et en fait, quand tu arrives à sold out à l'avance comme ça, en fait, ça te donne confiance déjà. Ouais, alors, ça te met la barre est haute. Ok, les gens étaient au rendez-vous, à nous d'être au rendez-vous. Mais ça te dit, ok, on va peut-être essayer d'aller viser encore plus gros du coup, si on y arrive, quoi. Et tu as des corrélations entre les sorties des singles en 2024 et vente de billets pour la cigale? Tu vois, typiquement, HTBD, quand ça sort, est-ce que tu vois d'un coup ça. Ouais, un petit peu, en vrai, t'as HTBD où en vrai, au bout d'un moment, t'arrives à comprendre un petit peu près ton public. Impossible de dire quand un son va marcher, hein, ça. Tous les artistes, je pense, vont te dire ça dans une vie. Celui-là, je pense qu'il a marché, il n'a pas marché. Celui-là, je ne l'attendais pas, il a cartonné. Mais par contre, il y a quand même un petit peu une connaissance du public où on va dire, un peu plus large que nous écouter principalement pour les sons assez dynamiques, hein, assez soirée ou up-tempo. On a après des morceaux un petit peu intermédiaires, électro-pop, qui vont être un peu bougeants mais qui s'écoutent de façon tranquille. Et après, on a des morceaux très calmes. Et quand tu as un morceau comme Michel Bediche, où on savait qu'il y avait un format, on est sur un format morceau court, 170 BPM, 167, un truc comme ça. Tu sais que ça va plutôt bien bouger, tu sais que ça a le format pour les soirées, pour être assez impactant. Et donc on s'est dit, ok, on va aussi miser dessus beaucoup. Et le single est sorti en janvier du coup, et avant c'était en novembre, donc 2-3 mois juste après. Et donc le but c'était vraiment de faire un peu une grosse com autour. On a bossé pas mal de visuels, un clip avec Sucre Prod justement. On les a repris après tout ce temps pour bosser le projet. Et le but c'était d'avoir un truc un peu impactant, et du coup c'est le morceau le plus écouté sur toute l'année, tu vois. Et maintenant c'est notre morceau le plus écouté en ce moment, on continue. Ouais, les écoutes, c'est quoi les ordres de grandeur Alors les ordres de grandeur, on a aussi entre on a atteint les 100 000, mais on a aussi globalement atteint de 80 000 auditeurs par mois. Ce qui représente, le nombre d'écoutes par contre je sais pas, tu vois, on a à peu près 80 000 personnes qui nous écoutent tous les mois. Ok. Voilà. Et donc évidemment tu as des hauts et des bas, tu vois, comme toujours. Et donc, tu as une stratégie importante quand même, au niveau des singles, au niveau des relances, au niveau des concerts. Voilà, tu essaies de faire un truc un peu cohérent. Ouais, un peu planifié, j'imagine. Ouais, de ouf. Mais là, ce qui était cool avec cette tournée, c'est que c'était aussi la première fois où il y avait des gens qui ne nous avaient pas découvert via Tinto, mais via d'autres morceaux.
Parce que ça fait un moment maintenant qu'ils sont sortis, et bien notamment chez les je trouve que c'est trop chouette. Ouais. C'est quoi le rôle je me posais la question, le rôle de TikTok en 2024 pour des artistes? Est-ce que tu peux imaginer, tu vois, des singles qui explosent sur TikTok? Est-ce que ça convertit derrière? Comme dirait Joachim, je le dédicace, mais il n'est pas là. Il dirait vraiment, putain, c'est un ticket de loterie. TikTok, notamment dans la musique. Tu peux avoir un truc qui prend Carbone, tu vois, par exemple, qui a explosé. Et le son, en vrai, la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit, ok, le TikTok est trop bien, le son est trop efficace comme ça va marcher. Et donc, ouais, TikTok, pour moi, c'est un ticket de loterie qui permet de te mettre une exposition telle que ça te permet de sauter plein d'étapes. Maintenant, le challenge, c'est toujours de maintenir, évidemment, ce que tu fais. Ça, c'est pas toujours évident quand il y a un gros pic, il faut que ça suive et que tu fidélises. Parce que là, c'est plus dur quand tu as tout le monde d'un coup de fidéliser. Contrairement quand c'est organique, c'est petit à petit, donc les gens vont plus te suivre. Mais ouais, TikTok, c'est la loterie, c'est une source en vrai inespérée et qu'il faut complètement utiliser. Vous l'utilisez pas assez. On l'utilise un petit peu, mais on l'utilise pas assez, il faudrait qu'on le fasse un petit peu plus. C'est vrai qu'on a un peu ce truc où on essaie de le faire. À deux, c'est plus dur aussi. Danser à deux dans un cadre vertical, c'est plus chaud. C'est plus chaud. Et non, on tente un petit peu, suivez-nous sur TikTok, mais c'est du contenu. En vrai, on donne un max dessus quand on peut. Mais on va dire que c'est plutôt du secondaire de notre côté. On a un focus concert et production musicale, surtout sur une année comme 2024 en fait. Voilà, où ça enchaîne pas mal. Ouais. Mais c'est incroyable. Instagram aussi maintenant, t'as des gens qui ont percé que sur Instagram aussi. Mais ouais, TikTok c'est bien mal. Ouais, tu lances une très bon. Qu'est-ce que tu peux nous raconter le jour de la cigale? Donc t'arrives à la cigale le matin, elle est toute vide. Journée de cigale, déjà la veille tu te dis putain. Enfin déjà tu penses, quand t'arrives dans le mois de la cigale, déjà tu penses plus qu'à ça. Ouais, tu fais des répètes tout le temps. Ouais, c'est ça. Et tu dis ok, c'est ce mois-ci. En plus il y avait le début de la tournée. Nous on a commencé novembre avec 3 jours de résidence dans une salle de concert. Donc 3 jours full avec un son, la lumière et toute l'équipe. Tu fais du 9h à 18h de répète, bien intense. On enchaîne directement avec Lille, le lendemain, littéralement. Donc là, l'après-midi, t'es bien crevé. La semaine après, on a fait Lyon, et la semaine après, du coup, c'était la cigale. Et donc, en vrai, tu penses beaucoup à la cigale, la semaine d'avant, l'arrêt dans ton lit, ok, c'est demain. En fait, comme t'en parles depuis un an, à tous tes moments avec ton frère, au repas de famille, avec des gens qui disaient, alors la cigale et tout. C'est un moment décisif, tu te dis j'ai vraiment hâte, c'est vraiment de l'impatience que tu as. Donc le jour J, on se lève tranquillement dans notre coloc. On a l'équipe qui nous attend sur place, on arrive vers 10h. Là tu déposes un peu les matos, on se prend un petit café dans le bar d'à côté, très, très sympa. Et après tu as une session d'installation sur la matinée, de tout le matos, du décor. En l'occurrence, nous, notre décor était principalement autour du verre de lait et d'un gros show de lumière, du coup. Un jeu de lumière de fou. Et ensuite, avec des balances sur l'après-midi. Pause déj, au resto avec toute l'équipe. Tourneur, guest aussi, parce que du coup, sur la date de la cigale, tu fais venir quelques personnes. Donc, déjeuner, hyper convivial. Une fois que tu es arrivé sur place, tu as la salle vide. Ça fait un truc, toujours, moi, j'avais jamais vu vide. Ok, c'est cool. Faut la remplir. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais en fait, t'as trop hâte, ok, c'est vraiment la journée d'une vie. Tu sais que tu devrais passer un des meilleurs moments de ta vie si tout se passe bien. Et donc, en fait, tu fais tes balances pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures. Donc là, tu vas checker tout le son, que tout sonne bien. Heureusement, on avait tout vraiment déjà avec un ingé son. Tu vas venir tes guests, tu vas sur le show. Et une fois que les balances se passent, alors mon frère, elle est un petit peu pareil sur ce truc-là. Une fois qu'on a fait les balances, on est tranquille. On est plus tranquille. Tu sais que tu t'entends bien, tu sais que le son sonne plutôt bien. Et donc là, t'es content. T'es en loge, tu te poses tranquillement et là, tu te reposes. Et après, t'attends 4-5 heures. Ah ouais. Et l'attente, elle est interminable. T'attends tout l'après-midi, l'attente, elle est longue. T'as des gens qui arrivent, qui te parlent, ça te diversifie. Mais ouais, c'est long. Mais c'est totalement le jeu d'une date. T'as toujours beaucoup d'attente. Mais ouais, une fois que t'as fait les balances, t'es trop content. T'as une excitation, une adrénaline qui fait que monter. Et après, 30 minutes avant de monter sur scène, là, t'as un bon petit coup de stress. Donc, t'es en mode, ok, là, j'ai le corps qui est un petit peu froid, tu trembles tout entier. T'entends les gens dans la salle? T'entends les gens dans la salle, t'entends les premières parties, t'entends que ça répond, donc c'est trop chouette. Et après, si tu veux la journée jusqu'au début du live, où t'as le rideau qui est fermé, moi je vais de l'autre côté de la scène, puisqu'on fait une entrée des deux côtés. Le batteur rentre, le rideau s'ouvre, noir, l'ensemble de la batterie, on attend un peu et on rentre. Et moment où t'es en mode, même dans le noir, juste avant de rentrer, t'as un stress maximum, une adrénaline maximum, et au bout de 10 secondes, c'est bon, t'es dans le show et là t'es lancé. Mais
La journée est trop bien, journée longue, mais meilleur moment de l'année. Et après, comment se passe le concert? Est-ce que c'est aussi bien que ce que tu avais imaginé? Ouais, franchement, le concert s'est passé exactement comme on l'aurait imaginé ou rêvé. Franchement, ça fait trop plaisir. Il y a toute une équipe qui a trop bien bossé dessus aussi. On est trop content. Le public aussi était surrévolté, vraiment tellement au rendez-vous. C'est un public qui avait bossé tous les morceaux, donc les paroles étaient surchantées. On était trop contents. Trop content d'avoir ce moment. Il y avait une super belle énergie. Le public a beaucoup donné, nous aussi on voulait beaucoup leur donner. Les guests, parmi les invités sur scène, on a notre sœur. Donc symboliquement, notre sœur sur le morceau, c'est toujours un moment trop fort et trop content. Alors les gens qui voient ont l'habitude maintenant, puisqu'elles chantent sur pas mal de morceaux. Mais voilà, c'est un moment trop cool. On a eu un saxophoniste qui s'appelle Malo. Bête de gars, bête d'ambiance. On avait Nathan à la batterie qui a tout fait magnifiquement. Ça a créé vraiment une trop belle énergie. Et en fait, nous, on est sortis de là avec vraiment une énergie d'amour hyper haute. En fait, il y avait vraiment une vibration commune tous ensemble. On a un peu communié ensemble, sans aucune prétention. On fait le meilleur show de toute l'histoire. Mais nous, on a vraiment ressenti comme un tellement pur moment de partage que, on était trop contents. Ouais, et comment tu gères l'après? Parce que j'imagine que après, t'as envie de partager ce que t'as vécu. Enfin, tu vois. Et donc j'imagine que vous débriefez tout de suite dans l'âge, comment ça va? Alors nous on fait un truc depuis le début et pour l'instant jusqu'à tout le concert, c'est qu'on fait une pause de 3-4 minutes, on va en loge, on change de t-shirt, on s'essuie, et après on va voir le public, directement. Le but c'est d'aller, nous on aime bien aller voir les gens directement, pas qu'ils nous attendent ou qu'ils partent. Les gens sont venus, on a des gens qui sont venus devant, on avait des gens de Lausanne, on avait des gens d'Italie aussi littéralement. Et donc le but c'est après d'avoir un moment de partage, discuter, alors là on avait du monde, donc assez rapidement, prendre des photos, et c'est pareil pour toutes les dates. Ça c'est un principe qu'on essaie vraiment d'appliquer sur vraiment tous les concerts, vraiment d'avoir ce moment d'interaction après avec le public, pour avoir encore plus ce moment de rencontre. Et en plus les gens sont contents de le faire, ils viennent, on discute un petit peu, il y a des questions comme pourquoi vous appelez Sans-Lactose. Répondons à cette question. Sans-Lactose, mais c'est dans les interviews, toi t'as dit. Moi je sais, mais je pense qu'il y a des gens qui sont nous on s'appelle Sans-Lactose parce que initialement déjà on cherchait un nom un petit peu catchy dans l'air du temps. C'est venu assez rapidement, mon frère est intolérant au lactose. Voilà. Moi j'en consomme très peu aussi, on est team laiterie pour ceux qui me demandent. On a déjà été en contact avec il y a des collabs potentiels ou pas? À voir. Ouais. On pourra penser à des trucs, faut qu'on pense à des trucs pour l'Olympia. Et pour le coup, Sans-Lactose, du coup, on cherchait vraiment un nom assez léger, et surtout qui reste dans la tête des gens. Il y avait ce côté un peu léger au début, on ne se prend pas trop au sérieux, on fait de la musique pop. Et après, il y a eu tout un univers autour du lait, du verre de lait, voilà, il y a eu en fait qui est littéralement sur la casquette, et en fait, un symbole assez fort qui représente plutôt bien la marque et le groupe. Et franchement, on aime bien, ça reste en tête. Quand les gens l'entendent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce nom, qu'est-ce que c'est ce groupe? Et c'était ça le nom. Et vous faites du merch? On fait du merch, en merch, on a fait quelques affiches. Sinon, nous, on a fait en fait, je dirais que c'est un parti pris maintenant. On a commencé avec les casquettes, avec une personne qui avait designé nos pochettes, qui a designé le verre de lait, qui nous a dit moi j'ai un petit site, si vous voulez on lance des casquettes. On s'est lancé sur ça et on a décidé de garder que les casquettes. Format trop cool. On a plein de coloris. Et en fait, on kiffe. On les vend pas en ligne, on les vend que au concert, tu vois. Et franchement, on kiffe. Moi, j'en ai tout le temps des casquettes. Et c'est le bon format. C'est pas le t-shirt. Un verre de lait blanc sur un t-shirt blanc, après, c'est dommage. C'est dur. tu payes ton t-shirt un peu le seul. La casquette, au moins, t'es sûr, tu la vois. Et il n'y a pas écrit Sans-Lactose en grand aussi. Alors, ça, c'est du coup perso, si tu veux tout savoir. Mon frère, mon duo de frères, aime pas du tout les écritures sur les vêtements. Sur les t-shirts, j'ai jamais aimé ça, tu vois, toutes les étiquettes et tout. Et donc, en fait, avoir écrit un nom en gros sur un vêtement, il n'aime pas ça. Et donc, en fait, moi, j'ai la flemme de mettre Sans-Lactose en gros, mais si moi, j'aimerais le porter. Okay. Voilà. C'est vraiment random comme ça. Et la casquette, on a dit, c'est le bon format pour efficace, ouais. 2026 Olympia. 2026 Olympia, ouais. Vous l'avez annoncé là? La semaine dernière. C'est fou. C'est fou. Et donc là, toujours avec Ovastand ou comment ça fonctionne? Toujours avec Ovastand. À l'approche du sold out, justement, avec en fait, Ovastand, je parle directement de la deuxième étape. À l'Olympia, il faut le booker à l'avance. Donc 2026, c'est l'Olympia. On a tout 2025 pour sortir des nouveaux sons. Ça fait aussi partie du projet. On va travailler sur d'autres projets en 2025. L'Olympia annonce une vie. Hein. Franchement, j'ai vécu l'annonce de l'Olympia presque aussi fortement que le jour J de la Cigale. En fait, c'est trop bête à dire, mais on avait déjà des affiches à l'avance avant la Cigale.
On n'avait pas annoncé à la Cigale parce qu'on attendait encore la date, tu vois, pour tout te dire. Et on a décidé vraiment de faire une billetterie longue, tu vois, dans le temps, pour que les gens aient le temps de le prendre, de bloquer la date aussi. Et nous aussi, voilà, on sait qu'il y a, voilà, c'est le double, hein. L'Olympia, c'est le double d'une Cigale, donc il faut aussi prendre le temps de le remplir. Et on voulait prendre le temps aussi d'accompagner ce moment, en fait, d'objectifs Olympia avec des nouveaux sons, des nouveaux titres, et la création, du coup, d'un nouveau projet. Projet égale album? Ouais, exactement, okay. Projet égale album, on commence à s'entourer pour travailler sur tout ça. On a évidemment des pistes en amont sur quelques sons. Le but, voilà, c'est d'avoir quelques sorties évidemment au cours de l'année. Et d'avoir voilà, ce premier album, premier projet bien travaillé comme on le souhaite, pour en fait s'aligner en cohérence avec un Olympia. Mais ouais, annonce Olympia, c'est fou, ouais. Bah ouais. Ça va marqué sur le. Ouais, les lettres en rouge. Tout le monde me demande le prix de chaque lettre en rouge. J'ai plus le budget, j'ai pas le budget. Est-ce qu'il faut payer pour chaque lettre? Je crois que t'as un prix par. Ah ouais, c'est con, putain, on a beaucoup de lettres dans les premières. on va prendre une première partie avec genre une lettre. Ouais, ça. Mais non, ouais, en fait, rien que de t'imaginer, et rien que d'être sur le site de l'Olympia, en fait, ça fait un truc de fou, c'est une salle mythique. Moi, je suis allé quelques fois, c'est toujours des concerts de fou. Il y a des artistes internationaux, il y a des artistes internationaux. Et c'est vrai que même sur la prépa de l'Olympia, moi je voyais l'Olympia comme à l'époque où Aznavour et Johnny ils en faisaient 20 d'affilée, et c'était au sommet de leur carrière. Maintenant c'est un petit peu évolué pour le coup l'Olympia, puisque de par l'explosion du stream, des visibilités, en fait tout est capacitaire de salle. En fait, ça se décale, maintenant les rappeurs te le disent, le Bercy, tu vois, ou le Zénith, Zénith au Bercy. Et l'Olympia, c'est un symbole, mais c'est moins le gros step. Nous, ça l'est quand même. Et non, on est trop contents. Franchement, c'est trop content. Trop bien, on invite tout le monde à aller prendre sa place alors pour mars 2026. Prenez votre place et on attend du monde. Et là, on rebosse encore une fois un nouveau show intégral. Le but, c'est pas du tout de proposer quelque chose d'identique. Sinon, ça fait une cigale bis. C'est pas du tout ce dont on a envie. Là, le but, c'est vraiment d'aller taper très fort. Nouveau décor, nouveau show, plus d'instruments, des nouveaux morceaux, plein de petites surprises. Et bon, il y a pas mal de trucs en tête. C'est terrible. Vraiment, on a 16 mois encore, on fait déjà qu'en parler. le sujet monomaniaque est déjà là dans la coloc. J'ai besoin de goûter, quoi. J'imagine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour 2025 ? Pour 2025, franchement, toujours de partager autant de bons moments entre frères. Le but, c'est d'avoir ces moments de partage, de création ensemble. C'est en vrai inespéré dans une vie, déjà tout ce qu'on vit. Moi, c'est un truc que je me dis. À chaque fois, je me dis, le jour de la série, je me dis, cette journée, tu vas en parler à tes enfants. C'est ouf, tu te dis, ça va être un moment marquant. Il y aura des grands moments aussi, mais on souhaite du coup 2025 de continuer à avancer comme ça, de continuer d'avoir les gens toujours aussi fidèles, toujours incroyables. En vrai, les gens ils sont magnifiques en vrai, avec nous, ils sont trop doux, trop gentils. Et voilà, de continuer, de faire un maximum de concerts. Et un bon album, un peu d'inspiration, et de faire des belles rencontres. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Georges.